گفتگو با آلن ویویان، وزیر مشاور در امور خارجه در ریاست جمهوری میتران، رئیس سابق کمیسیون دولتی مبارزه با سکت در فرانسه. قسمت آخر. Il est vrai que la France avait déjà accueilli des exilés iraniens en la personne de celui qui allait devenir. Il y a un autre milieu, si je peux dire comme ça, de la résistance iranienne que vous avez fréquenté, c'est les rassemblements de Villepinte. Oui, chaque année, vous faites cet honneur d'être présent aux côtés de personnalités de nombreux pays qui sont présentes à cet événement annuel. Et là, vous voyez une diaspora qui nous rejoint des 5 continents. Même vous les avez fréquentés de près, je veux dire, même si dans l'apparence, on voit qu'ils ont tous parfois des pancartes ou des gilets qui se ressemblent, mais sur le plan à la fois culturel, vestimentaire, voire même des idées quand ils viennent vous rapprocher et discuter avec vous. Est-ce que, parce qu'il y a une de ces rhétoriques qui vient souvent, la vie en communauté, en autarcie, plutôt vouloir qualifier le mouvement de toujours d'une sorte de société fermée sur lui-même. Est-ce que vous pensez qu'organiser chaque année un événement comme Villepinte est compatible avec cette qualification de communauté en autarcie qui ne se mélange pas aux autres? Ça paraît difficile parce que ceux qui viennent à Villepinte, et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui participent à ces manifestations, viennent de tous les pays d'Europe, et certains malheureusement exilés d'Iran. Ils vivent dans les pays tels qu'ils sont. Vous avez cité le problème vestimentaire. Alors, il faut faire la différence entre les militants qui portent quelquefois la même cravate ou le même t-shirt et qui brandissent une pancarte voisine, et puis les gens qui sont venus écouter et participer à ces manifestations. Il y a autant de femmes qui ne portent pas de voile que de femmes qui le portent. Donc je ne crois pas que cette grande foule de résistants, de manifestants, de gens fidèles à une perspective qu'ils ont de voir leur pays devenir un pays démocratique soit conditionnée par qui? Et il faudrait beaucoup de conditionneurs, si je puis dire, pour les obliger à avoir cette attitude. Je crois qu'ils sont venus librement, ils restent libres dans leurs opinions, et puis naturellement, ils sont aussi heureux de se retrouver quelquefois nombreux. Mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, j'ai regardé la foule à la dernière grande manifestation à laquelle j'ai pu assister, qui était celle d'ailleurs qui aurait pu être perturbée par la tentative d'attentat. Les femmes qui étaient là, et qui étaient pour la majorité des iraniennes, bien entendu, il y avait très peu de gens venant de l'extérieur, en dehors des personnalités invitées, elles avaient un comportement de celui de n'importe quelle femme vivant en Europe ou sur le continent américain. Oui, ben ça c'est un des éléments qui est connu de tous ceux qui suivent d'assez près l'évolution de la résistance iranienne. Les mots engagent dans ce cas-là, et en particulier, je crois, celui qui consiste à séparer clairement les choix confessionnels des uns et des autres, qui sont éminemment respectables, de ceux qui relèvent de la souveraineté de l'État, c'est-à-dire de la capacité collective d'avoir une société apaisée. On n'a jamais interdit en France à une femme de porter le foulard, si elle était musulmane. On a interdit de dissimuler le visage, ce qui est tout autre chose. Bien, est-ce que, à votre avis, nous avons fait un peu un tour d'horizon de ces différentes allégations? Est-ce que vous voulez vous-même ajouter quelque chose J'aurais peu de choses à dire. C'est simplement qu'il ne faut pas s'étonner des campagnes qui sont orchestrées contre un mouvement, surtout si ce mouvement a pour principe
d'établir des règles démocratiques et de restaurer la liberté. C'est toujours la même chose. Bon, il se trouve que je suis né juste avant la Deuxième Guerre mondiale et qu'une partie de ma famille est entrée en résistance dans les maquis contre l'oppression nazie qui était une idéologie mortifère. Ben oui, c'est comme ça. Il faut que chacun sache que mener le bon combat, en toute clarté, et toujours avec le respect de l'avenir et de ceux qui feront que la société sera un peu moins inhumaine, et qu'en particulier, on évitera tous les crimes, tous les assassinats et toutes les persécutions qui ont dévasté l'histoire de la plupart des pays au monde, et dont ils sont tous sortis, car nous aussi, nous avons connu pendant presque un siècle de véritables guerres de religion dans notre propre pays, avec des massacres sans nom et des pressions inadmissibles. Et nous espérions qu'après le siècle des Lumières, les choses ne seraient plus possibles nulle part. Malheureusement, elles existent encore dans certains quartiers du monde. Quand vous dites dans votre famille, est-ce que Oui. ces membres de votre famille pouvaient faire ce qu'ils ont fait avec l'endoctrinement vis-à-vis de l'envahisseur nazi? Bien sûr, et pourtant le gouvernement français, qui était le gouvernement dit de l'État français, était un gouvernement de compromission avec les nazis. Et eux-mêmes avaient essayé de changer la mentalité des Français. On a vu ce que ça donnait au bout de 4 ans. Je me rappelle bien, c'est surtout l'adversaire qui fait recours à l'endoctrinement. C'est ce que vous avez dit aussi dans cette étude, dans cette étude du Comité français pour un Iran démocratique, oui. Où c'est plutôt le régime des mollahs et ses pastarans qui sont passés à l'endoctrinement de leurs troupes pour les envoyer sur les champs de mines. Ça leur est nécessaire, parce que ces mouvements totalitaires sont composés d'hommes qui ne peuvent pas, à certains moments de leur vie, échapper au sentiment qu'ils n'ont peut-être pas vraiment raison. Et pour surmonter ce handicap personnel qui les taraude, ils utilisent l'endoctrinement. Plus on en rajoute et plus on en exige, et plus on tente de se persuader soi-même. Comme cette discussion pourrait être diffusée aussi en partie pour les Iraniens et surtout pour les Iraniennes, est-ce que vous voulez terminer ce dialogue fructueux avec un message que vous adressez maintenant aux Iraniens, disons aux téléspectateurs, aux téléspectatrices qui vous regarderont sur les chaînes de Simaya Azadi, sur les chaînes de la résistance iranienne? Je crois que le plus simple, c'est de redire que les hommes et les femmes qui sont des combattants de la liberté, qui souhaitent une entière liberté de conscience et qui veulent maîtriser leur propre vie, ils existent à travers tous les pays. Certains sont plus avancés sur ce chemin que d'autres. Ça ne les rend pas moins solidaires de ceux qui, sur leur propre pays, sont obligés de combattre pour que ces vérités, qui sont des vérités d'ordre social et d'ordre humain, finissent par s'imposer. Donc je ne peux que souhaiter au peuple iranien, aux femmes et aux hommes d'Iran, aux enfants, de tout faire pour que, avec le concours de leurs amis de l'étranger, bien entendu, s'ils le souhaitent, ils choisissent eux-mêmes la voie qui leur paraîtra la meilleure pour leur propre pays. Et cela passe certainement par la disparition à terme de ce système totalitaire pseudo-religieux qui utilise le Coran et d'autres doctrines pour des buts qui n'ont rien à voir avec la profondeur d'une foi religieuse. Très bien. Il nous reste à vous remercier pour ce temps que vous avez bien voulu consacrer pour ce dialogue, pour cette discussion. Et en tout cas, la résistance iranienne, ses militants, ses sympathisants, ses membres sont très reconnaissants sur toutes ces années que vous avez été à leur côté et que vous avez plaidé pour le droit et les droits fondamentaux et la liberté chérie pour toutes les nations du monde. Cette liberté chérie, on espère qu'elle reviendra en Iran et nous aurons le plaisir et l'honneur de vous inviter dans un Iran
libre et démocratique, c'est là qu'il y aura la vraie reconnaissance pour vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous.